peux boire un coup, pas... Non, après, jamais pendant le service. C'est bien, c'est raisonnable. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée aux comédiens doubleurs. Et on va commencer par toi, Constantin. Oui. Bonjour Constantin. Bonjour Laurent. Constantin Papas, donc voilà, comédien doubleur, notamment avec la voix de Steve Carell, entre autres, Oui. et du célèbre joueur 456, oui. où là tu nous as fait une prestation des plus remarquables et des plus Merci. visibles aussi, parce que c'est vrai qu'on a retenu effectivement ce travail que tu as effectué là-dessus. L'énergie qu'il y avait là-dedans. Il y avait Les Coréens sont assez péchus. Ouais. Ah oui. Donc on va découvrir ensemble un peu plus sur ton parcours. En attendant, installez-vous confortablement. On est parti. Pas ça! Non! Ces milliardaires de merde pour qui vous travaillez seront sûrement bien divertis, non? Je voudrais me confesser. C'est pas qu'un jeu auquel vous participez! Et ça accroîtrait vos chances. Oui, père, je suis coupable. Coupable. Je crois que je voudrais au moins essayer. Je vais vous montrer. Alors Constantin, on va commencer cette entrevue. En fait, j'ai envie de te poser la première question qui me paraît simple. Voilà, le parcours, effectivement, comment tu as commencé en fait à approcher un peu ce milieu. Voilà, qu'est-ce que tu faisais avant et voilà, et comment on en est arrivé là finalement? Alors écoute, j'ai suivi un parcours comme un peu tous les élèves, le collège, le lycée, le bac, et puis après le bac, souvent, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, donc les parents décident un peu pour toi. Il se trouvait que mon père était architecte, il avait son agence, donc son grand rêve, c'est que son fils reprenne l'agence. Donc bon, sur le principe, pourquoi pas. Oui. Donc je me suis retrouvé aux Beaux-Arts, j'ai fait une année, ça ne m'a pas du tout plu, c'était pas du tout ce dont j'avais envie. Donc j'ai fait une faculté d'anglais, parce que la langue anglaise était très importante pour moi dans mon histoire et dans la passion que j'avais dans la linguistique. Je trouvais que la langue anglaise était formidable et la culture anglaise était formidable. Oui. Sauf que j'avais pas un niveau de français qui était suffisamment bon pour être prof. Oui. Donc là, on se retrouve, il s'est quand même passé 3 ans. Et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et j'ai retrouvé une très vieille passion que j'avais depuis l'école primaire, où j'avais eu une institutrice formidable qui nous avait fait jouer des petites scènes de théâtre, et on devait monter pour la fin de l'année un spectacle pour présenter devant les parents, etc., sur le Dr Knock. Ouais. Et à l'époque, j'avais été pressenti pour le rôle principal. On a été 2, parce qu'au cas où un serait malade, l'autre le remplacerait. Et il s'est trouvé les élèves à la majorité ont plutôt préféré l'autre parce qu'il avait des petites lunettes, il avait plutôt le physique d'un docteur, donc je n'ai pas fait le rôle. Mais en revanche, cet institut qui était vraiment très bien m'avait écrit un texte qui était le résumé de la pièce et que j'ai donc dit tout seul sur scène avant qu'il joue quelques scénettes de la pièce. Et quand vous êtes devant un parterre de 800 personnes et que vous avez 9 ans, c'est impressionnant, mais ça a été tellement impressionnant que ça m'a plu. J'ai aimé la sensation et donc ça m'est revenu en mémoire et je me suis dit, allez, je vais faire ce métier, je vais être comédien. Donc, parcours normal, je me suis inscrit au cours Jean Darnel qui se passait au théâtre de l'Atelier. Et puis après, on fait des rencontres dans les cours avec des élèves. On monte un spectacle de café-théâtre avec un copain qui s'appelait Yo-Yo à l'époque. Et donc, je fais mon chemin là-dessus. Je me retrouve embauché dans une compagnie de théâtre. C'était une compagnie qui montait des Molières dans les 4 coins de France pour les matinées classiques et autres. Et il y avait une comédienne dans la compagnie qui faisait du doublage et qui gentiment m'a proposé de venir l'accompagner, chose que j'ai fait et j'ai bien fait puisque ça a été un véritable coup de foudre pour l'activité. Et donc j'ai pu assister plusieurs fois avant d'avoir été essayé par des DA qui ont finalement bien aimé ma voix et puis voilà comment je me suis retrouvé dans le milieu du doublage. Est-ce qu'il y a, avant que tu en arrives là, est-ce que dans ton enfance, tu avais déjà repéré finalement un personnage ou un acteur comme ça avec une voix particulière, une VF française, où tu t'es dit oh... En fait, ça s'est passé autrement. C'est amusant que tu me poses la question parce que bon, moi j'adorais les westerns, j'adorais John Wayne, j'adorais Richard Burton, j'adorais plein de comédiens hollywoodiens.
Et pendant très 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 longtemps, j'ai cru que c'était des comédiens français, parce que c'était de la VF. Ah ouais, voilà, c'est ça. Avant que je me rende compte que finalement, John Wayne n'est pas français. C'est ça. Alors, vous avez décidé d'être volontaire? Avec plaisir, colonel. Très bien. Donc voilà ma rencontre en fait avec la VF, quand j'ai compris que c'était pas du tout ça. Et, et donc je suis un enfant de la VF, j'ai grandi avec la VF, et je suis encore un spectateur de la VF. J'ai du mal à ne pas regarder les produits en VF. Alors maintenant, comme je te disais, j'ai l'amour de cette langue anglaise, et donc tout ce qui est produit anglais, je fais les deux. Je l'écoute en anglais parce que j'adore cette langue, beaucoup plus que l'américain. Hein. D'accord. Et oui, mais il y a aussi voilà. ce petit accent différent de et puis c'est merveilleux, j'adore. En plus, il ne se pose aucune question, les Anglais, enfin les Britanniques, on va dire, puisqu'ils peuvent très bien faire jouer un Gallois avec un Irlandais, un Écossais et un Anglais. Et chaque accent est différent d'ailleurs. C'est ça, alors qu'en France, depuis Rému et Fernandel, moi j'entends pas beaucoup avec des gens avec des accents. Donc en France, on a vraiment lessivé la langue des accents. Je trouve ça pas cool. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus. En fait, parfois, il y a dans certains films, en fait, où on peut doubler des acteurs russes ou des choses comme ça. Je trouve que parfois, c'est un peu à l'excès. L'accent est un peu trop prononcé et ça devient moins naturel, en fait. Je peux te jurer que toutes les histoires que tu as pu entendre sur ce type ont été édulcorées. Tout le monde les édulcore. Toujours. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il... c'est pas une censure qui s'est mise en place, mais maintenant, quand ils veulent un accent, ce qui devient de plus en plus rare, parce qu'à l'époque, ils en demandaient beaucoup, puis c'était très à la mode de faire un accent chinois, en exagérant un peu. C'est ça. Mais c'était une époque, ça n'existerait plus, faire ce genre maintenant, de choses. Maintenant, on ne peut plus. Donc, s'ils le demandent, généralement, c'est accompagné d'un coach. Qui va venir et qui va vraiment te donner des indications pour être le plus proche possible de l'accent russe en le parlant français. C'est devenu plus professionnel. Mais on a perdu le côté rigolo. Quand on repense au sketch des inconnus, des choses bien sûr, évidemment. Tout ceci ne pourrait plus exister. Ça ne pourrait plus, évidemment. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin tu me les brises. Maître vénéré des salles obscures, je me présente, je m'appelle Li Bangchu. Ah oui, évidemment. Et on le voit d'ailleurs à travers cette série de Squid Game, puisque du coup, il n'y a pas du tout d'accent finalement coréen, japonais, enfin c'est une série coréenne en l'occurrence, mais voilà, mais il y a pas cet accent. Non, on ne joue pas du tout ça et on essaye justement en plus de s'éloigner le plus possible de la langue coréenne parce qu'il y a une telle musicalité dans leur langage qu'en français, ça serait ridicule. Donc, 지금부터 제가 하는 말 잘 들으세요. 이거 그냥 게임이 아닙니다. 게임을 하다 걸리면 죽습니다. Écoutez avec la plus grande attention ce que je vais vous dire. C'est pas qu'un jeu auquel vous participez. Si vous vous faites avoir en bougeant, ils vont vous tuer. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. C'est vraiment de franciser la chose au maximum. Mais ce qui est le fil conducteur pour être le plus proche, je dirais, de l'énergie asiatique, que ce soit japonais, coréen, thaïlandais, c'est d'y aller à l'énergie. Il faut qu'il y ait de l'énergie. D'accord. Mais s'il y a l'énergie, et puis la sincérité du jeu, bien sûr, et que c'est bien francisé, bien quotidien français, ça passe. Enfin, il n'y a qu'à regarder Squid Game, je trouve qu'on a fait un très bon travail, et qu'on en oublie presque que c'est du coréen. Bien sûr. J'ai déjà participé à ces jeux avant. J'ai déjà joué à ces jeux avant vous. En plus, il n'y a pas de labial. Il pince rarement la bouche. Là-dessus, on est battu. Là-dessus, on est battu, d'où l'importance d'être encore plus sincère dans notre jeu pour que les gens oublient le doublage, la synchro. Parce que, effectivement, on pince rarement les lèvres, alors que nous, des me, des pe, des ve, on en a plein dans notre langue. Je suis Seong Ji-hoon de Sangmundong. Sur le synchronisme pur, on ne peut pas être complètement synchrone avec eux parce qu'effectivement, ils n'ont pas beaucoup de labial. Voilà. Alors, ce qui fait on compense par le jeu. Oui, mais alors du coup, quand tu as un directeur artistique, tu as des consignes particulières où finalement on te fait confiance et on te dit allez hop. C'est-à-dire qu'ils nous retiennent si effectivement ils se rendent compte qu'on est en train de tomber un petit peu dans la musique coréenne. Ça peut arriver quand même, qu'on se fasse un peu avoir. Oui, parce que tu écoutes avant. Alors c'est toujours la même méthode, on écoute d'abord. Alors on a des séquences qu'on appelle des boucles qui font à peu près entre 50 secondes et 1 minute 10, tu vois, à peu près. Et donc on l'écoute une fois, 2 fois. Et après, on se lance avec donc la bande synchro en dessous, la rythmo, qui est donc avec son texte français et qui normalement est écrit en place. Donc si on lit en place, on est vraiment synchrone. Attendez une seconde, vous êtes le premier à être arrivé ici? Et moi? Oh,
je suis le dernier. Vous devriez vous faire chouchouter par vos enfants et votre belle-fille qui vous ferait des bons repas et passerait du bon temps à jouer avec vos petits-enfants au lieu d'être ici. C'est pas raisonnable. Voilà, c'est comme ça que la méthode se passe. C'est extrait par extrait, en fait. C'est séquence par séquence, donc boucle par boucle. Voilà, boucle Alors, par boucle. il se trouve que pour Squid Game, comme mon personnage était très présent, on l'a fait dans l'ordre. Mais tu peux très bien faire un doublage complètement dans le désordre. Tu peux finir par la fin, en fonction des disponibilités des comédiens. Et ça, c'est pas gênant pour toi, justement ? Non, parce que on travaille boucle par boucle, si tu veux. On reste concentré sur un truc. Sur une séquence en particulier. Voilà, et là, tu sais que ça va se passer comme ça, et là, tu te mets dans cette séquence. C'est un peu d'une autre séquence. Voilà, c'est un peu comme un tournage de film où tu vas peut-être commencer par le milieu du film, parce que l'acteur a les cheveux longs, puis après il a les cheveux courts. Donc tu vois, et ça pose aucun problème. Une fois qu'on fait le montage, tout est raccord, fluide, tout est fluide, tout est cohérent. Voilà. D'accord. Et le doublage, pareil. Si on a bien fait son travail, bien sûr. Oui, bien évidemment. Si on a gardé la même voix, voilà. Et on revient un peu sur le métier de comédien au théâtre, parce que tu es très attaché à ça. Ah, bien sûr, c'était ma formation en fait de départ. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves, il faut de toute façon être comédien avant de vouloir faire du doublage, de toute manière. Il y a beaucoup de gens qui débarquent souvent, alors pas chez nous parce que on leur demande d'une formation de comédien, donc minimum, ou en tout cas de danseur, d'être intermittent du spectacle, donc d'avoir quand même des connaisses de ça. Mais il y a des gens il y a aussi des stages qui existent où là on prend n'importe qui, et quand je dis n'importe qui, c'est pas péjoratif, hein, les gens ont envie, mais ils arrivent, ils sont pas comédiens. Donc, comment veux-tu faire un travail de comédien, même si c'est du doublage et que le rôle a déjà été fait, il faut quand même refaire ce que la personne a fait en tant que comédien. Donc si le comédien il pleure, il faut savoir pleurer. Si tu n'as pas été formé pour ça, tu es incapable de le faire. Donc, voilà. Tous les acteurs, tous les comédiens de doublage ont... Alors, je parle des grands, les Jack France, etc. Ils ont fait déjà du théâtre aussi, ces gens-là ? Complètement. C'est des gens qui viennent de théâtre. Non, mais d'accord. Qui ont tourné, qui ont fait du théâtre. Jacques oui, je savais, pour Jacques, par exemple. Alors après, il y a ce que j'appelle la génération... Et les jeunes, il y a Donald, Christophe, Alexis, qui ont commencé tout petits, tout jeunes. Et ça, les enfants sont des comédiens innés. Donc après... quelques-uns ont peaufiné un peu leur formation, mais d'autres non, mais ils n'avaient pas besoin parce qu'ils ont grandi dedans, quoi. C'est ça. Donc, franchement, au niveau du jeu, on n'a rien à leur dire, c'est parfait. Mais c'est un cas particulier, c'est depuis tout petit. Voilà, ils sont tombés dans la marmite depuis tout petit, tu vois. Donc, ils ont appris à jouer, à écouter. Comment tu gères ça, le stress déjà de passer devant des milliers de personnes parfois, et puis retenir son texte, comment tout ça s'organise ? Parce que moi, ça m'a toujours paru compliqué, j'arrivais jamais à retenir mes leçons, moi. Et c'est vrai que je me dis, mais comment on peut retenir un texte comme ça, mémoire, en fait, des choses... La mémoire, c'est un muscle, en fait. C'est une question de training. Donc, à l'époque où j'étais très actif dans le théâtre, au café-théâtre et en tournage, je travaillais donc ma mémoire. Donc, j'avais pas de souci avec ça. En revanche, quand j'ai commencé le doublage, ça a été une véritable cage dorée parce que quand on plaît aux gens dans le doublage, on est beaucoup appelé et ça laisse peu de temps au reste. Quand on a 3-4 séries en même temps, c'est difficile de jouer au théâtre le soir, c'est difficile de trouver. Donc, ça va faire maintenant 20 ans que je suis plus monté sur les planches. Très sincèrement, je suis très heureux dans le doublage parce que je suis un feignant et ne pas apprendre un texte, ça m'arrange finalement quelque part. Et puis c'est surtout la spontanéité. Je viens le matin en doublage, je ne sais pas ce que je vais faire. Et ça, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça très excitant. Très excitant. Tu arrives, tu ne sais pas. C'est tout de suite, il faut y aller. On ne tergiverse pas, on n'est pas là à travailler le rôle, etc. On y va. Et quand j'étais au théâtre, j'adorais les répètes justement pour chercher ces personnages, les travailler. Mais une fois qu'on attaquait les représentations, je m'ennuyais. Donc, voilà. Donc le doublage me convient très bien. Et puis sincèrement, je n'aurais jamais fait autant de personnages si j'avais fait que du théâtre ou du cinéma. Le doublage m'a tout fait faire. Beaucoup de personnages. On parlait tout à l'heure de The Office. Et Steve Carell m'a fait faire à l'intérieur de The Office des quantités impressionnantes de personnages. Ah oui, c'est ça. Mais ça, c'est magique. Comment tu fais en fait pour justement transformer certains passages dramatiques en comiques, en colère? C'est la formation de l'acteur. Voilà. Après, ce qui me permet ça. Parce que tu le fais d'une manière naturelle. J'ai déjà regardé plusieurs de tes vidéos comme ça, quand tu enchaînes certains passages, mais c'est vraiment impressionnant en fait, parce que tu enchaînes comme ça des émotions totalement différentes en fait. Toute ma vie, j'ai réfléchi et encore réfléchi. J'ai essayé de comprendre qui j'étais pour être en mesure d'aider mes patients à se comprendre eux-mêmes, pour qu'ils aient une meilleure relation aux autres.
D'après mon expérience, quand quelqu'un fait tout ce chemin, qu'il fait le choix d'entamer une thérapie et qu'il n'hésite pas à aborder les points difficiles. Mais c'est pour ça que la formation d'acteur, elle est importante. Oui. Pour ces raisons-là. Oui. Être capable de changer d'humeur très rapidement, de faire des ruptures. Dans la vie, tout le monde peut en faire, mais quand il s'agit de les jouer avec un texte qui n'est pas celui qu'on a écrit, parce que là, c'est des mots que je dis moi et qui sont les miens. Oui. Mais quand je joue Michael Scott ou d'autres, c'est des textes qui ont été écrits, adaptés par un auteur, et donc ce ne sont pas mes mots, donc il faut être capable en plus de jouer des mots qui ne sont pas les nôtres. Question très délicate. Je crois qu'on va donc laisser parler l'expérience de monsieur... Monsieur Lenoir. Ah. Oh, bien joué sur ce coup-là. C'était un test. J'utiliserai jamais ce nom-là. C'est mon nom, pas un test, que ce soit clair. Ben, c'est ça. Donc tout ça, c'est le travail de l'acteur. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours cette formation Je pense que d'acteur. Michael Scott, c'est vraiment le professeur pour être doubleur avec... Ah bah lui, c'est le test. Oui. Non mais mais quel kiff. Épuisant, mais tellement bon. Franchement, là, je rentrais chez moi, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et on avait ri toute la journée. On a fait l'amour, hein? Ça va là-haut? Non, c'est pas vrai. Hein? Parce qu'en plus, il faut savoir que malheureusement, bon ça a été... je crois que c'était 2013, je crois, les premiers épisodes de Michael. Ça commence à dater. Hein. Donc c'était l'époque où tout allait bien, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait pas encore ces contrats de confidentialité tellement paranoïaques qu'on ne pouvait plus rien dire sur rien. Et donc on arrivait, comme c'était un bureau, on était quoi, une dizaine, je pense, d'employés, on était tous les 10 comédiens ensemble. Ouais. Et donc on était d'abord, quand on regardait ces fameuses boucles dont je te parlais, avant de les regarder avec un œil professionnel, on le regardait avec un œil de spectateur et on riait tout le temps. Donc on sortait de nos journées, on était mais comme ça. Et on a fait des fêtes de Noël ensemble, chez moi, chez les autres, on se faisait des cadeaux. Ça a été une vraie famille, The Office, donc j'ai un souvenir incroyable de cette série. Et puis j'ai surtout eu la chance de faire ce personnage complètement insensé, quoi. Et je suis pas sûr d'avoir un autre personnage comme ça. Tout le monde me dit que je suis le meilleur des boss. Genre, on n'a jamais travaillé dans une boîte comme la vôtre. Vous êtes très drôle. Et avec vous, on peut s'éclater. Je crois que ça me résume plutôt bien. J'ai trouvé dans une boutique de cadeaux. Même si j'en ai fait d'autres qui étaient fantastiques, ouais. 456, c'est formidable ce qu'il fait. Mais il est 456. Oui. Michael Scott, il passe toutes les humeurs. Il est à la fois un salaud, homophobe, romantique, sympathique, à chier, dégueulasse. Enfin, il a tout. Oui. C'est un sale gosse. C'est un sale gosse. Mais c'est formidable à jouer, quoi. Alors, quand tu es dans une série comme The Office, justement, est-ce que vous êtes plusieurs dans la cabine quand c'est comme ça ou... Alors, c'était vraiment un studio. Les cabines, c'est plutôt généralement pour les documentaires, tu sais, où on met tout ça. D'accord. Donc là, vous êtes dans un studio. On est dans un studio, donc tu as... Là, à l'époque, le studio devait faire... 30 à 40 mètres carrés, tu vois. D'accord. Donc tu as une énorme table d'enregistrement hein, avec l'ingénieur du son qui est sur la gauche et le directeur artistique à sa table sur la droite, donc vraiment à côté de l'ingénieur du son. Et nous, on a un tout petit peu devant à gauche avec une barre. Alors la barre qui nous sert... normalement, c'est pas fait pour s'accrocher dessus, c'est simplement pour notre distance, de ne pas dépasser ça par rapport à notre distance de micro. Mais c'est vrai que bon, dans parfois certains, on la prend et c'est bien qu'elle soit là aussi, parce que quand on est dans le mouvement, on est content d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Voilà. Et on est à peu près, à 7 mètres de l'écran, qui est assez grand. D'accord. Voilà. Vous êtes à combien de comédiens en même temps? Alors oui, ça c'est une excellente question. Généralement, on est à l'aise. 4, c'est bien. À partir de 5, ça devient compliqué pour le placement parce que souvent, c'est un micro qui est directionnel et donc il faut qu'on se serre. Donc à 5, ça devient compliqué. On va dire que 4, c'est le max. Généralement, c'est le maximum. Et si la scène, on est 7, on va faire en 2 prises. Une prise avec 4 et l'autre prise avec 3. Et puis après, l'ingénieur du son mettra les deux ensemble sur des pistes différentes. Et puis hop, il mixe tout ça et ça marche. C'est pas la blague. Ouais. Et généralement, combien de temps dure une séquence alors du coup? On te fait séquence par séquence, mais combien de temps une séquence peut aller? Ça peut aller jusqu'à combien de temps une séquence? Bah écoute, déjà, comme je te disais, la fameuse séquence qu'on appelle une boucle, c'est entre 50 secondes et 1 minute 10 à peu près. Donc déjà, c'est assez court. Déjà à l'écouter, ça fait, tu vois, on l'écoute une première fois 1 minute 10. Si on la réécoute, ça fait, on va dire 3 minutes. Oui. On l'enregistre, ça fait 4 minutes. D'accord. On la réécoute, ça fait... Bon, donc, je vais peut-être te répondre autrement. En fait, sur les plannings, en moyenne, quand on est sur de la série et du téléfilm, on est à peu près entre de 7 à 10 boucles de l'heure. D'accord. Si c'est un film cinéma, pour le cinéma, on est à 3-4 boucles de l'heure.
D'accord. Donc tu vois, 3-4 boucles, ça fait donc une boucle, on l'a fait en 15 minutes. Enfin, en tout cas, sur le planning, le DA s'est dit, je vais faire 4 boucles de l'heure, donc ça veut dire que je vais mettre à peu près 15 minutes par boucle. Ouais. À la télé, il faut que ça aille un petit peu plus vite. En série, ça va un petit peu plus vite. Donc je dirais, c'est compliqué, parce que ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans la scène. Une saison, à l'époque, on faisait, je crois, comme c'était des 20 minutes, on faisait 4 épisodes en 3 jours, je crois, de mémoire. Ouais. Tu vois, donc... À peu près un jour par épisode. Enfin, un épisode en demi-journée, en fait. Moi, j'étais quasiment tout le temps là, quoi. Et quand j'y étais pas, je regardais les copains travailler, mais c'est vrai qu'ils étaient très, très présents. Ouais. Ah, ça a été du... Oui, on a fait des... Puis il y a eu, je sais plus, moi j'en ai fait 7 des saisons, je crois. Mais c'est difficile à... Tu vois, ce que je t'ai donné, c'est à peu près une moyenne, mais après, on peut aller un peu plus vite parce que la scène n'était pas trop compliquée, ou on peut perdre un peu plus de temps sur une scène et rattraper le temps qu'on a perdu, qui n'est pas du temps perdu, du temps passé à la faire. On la récupère sur une autre scène qui est un peu plus facile. Donc, généralement, on était entre 30 boucles par demi-journée, tu vois, sur The Office. Donc, ça faisait à peu près du 60 boucles pour la journée, à peu près. Ouais, on s'éclatait de rire sur la scène et on reprenait, bien sûr. Ça va être difficile pour moi de parler aujourd'hui parce que je viens d'apprendre que mon père est décédé. Oh, le pauvre. Non, c'est pas vrai. Il est vivant. Et ça, c'est même pas un téléphone, c'est une calculatrice. Nous, quand on reprend derrière, et si on est d'une justesse, ça marche bien, on fait mourir de rire le partenaire qui s'y attendait pas, tu vois. Qui s'y attendait pas, et du puis coup, parfois, on changeait le texte exprès. Alors, tu te souviens d'une scène dans The Office qui t'a vraiment... Scotché? Ah, il y en a une, parce qu'elle m'a mis très mal à l'aise, très très mal à l'aise. C'est l'épisode où avec Oscar, qui est donc homo. Et j'étais mal pour tout le monde. Vraiment. Et puis sinon, il y a deux intros qui m'ont fait mourir de rire, et je ris encore. C'est la scène où Dwight fait croire qu'il y a un incendie. Et quand elle jette son chat et qu'il tombe 2 mètres plus loin ça, je pleure encore de rire. Alors son bandit! Et celle de parcours. Parcours! 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 Extreme! Parcours! Tu m'en as demandé une, je t'en ai donné 3, mais on pourrait... En fait, c'est tous les épisodes. Même le tout premier, il est complètement insensé, ce mec. Enfin, quand il a fait aussi le gars qui sort de prison. Enfin, j'ai une anecdote, justement, puisqu'on parle de ça, qui va en plus un peu dans le sens de votre intérêt et de la passion que vous avez pour le doublage. C'est que parfois, on a un comédien qu'on suit, mais il y a des moments, ce qu'il fait est tellement formidable que parfois, moi-même, je me dis, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire, ça ne va pas marcher. Et je vais vous citer un film où j'ai été convoqué pour passer des essais, on était 3, pour Steve Carell, et c'était Foxcatcher. Ah oui, je vois. Vous voyez, c'est l'histoire vraie de ce milliardaire tout à fait. qui avait été pris de passion pour un athlète de lutte gréco-romaine, et il a fini par le tuer. Qu'espérez-vous accomplir, Marc? Je veux être le meilleur du monde. Bien. Et quand on voit Steve Carell, ce qu'il a fait, il s'est mis les cotons un peu comme Marlon Brando dans Le Parrain. Ouais. Il s'est fait une espèce de petit beat comme ça. Et puis alors, il est mou, tu sais pas, cette énergie qu'il a. Non. Et là, je me suis dit, je vais passer plus de temps à le chercher techniquement qu'à laisser aller mon jeu. Parce que franchement, dans The Office, j'étais dans mes chaussons. Hein. C'est mon énergie, c'est... Ce qu'il faisait, je l'aurais fait moi dans ma vie pour déconner, tu vois, avec des potes. Donc c'était facile. Mais là, il a fait un tel travail d'acteur. Et puis bon, encore une fois, il avait tous les accessoires. Et nous, derrière, Et du coup, j'étais très content de ne pas avoir été pris parce que j'aurais pas pris de plaisir à le faire. Non. Ouais. Donc il faut aussi admettre et reconnaître que parfois, l'Américain est tellement fort que nous, derrière, on ne peut pas le faire. Voilà. Ouais. Et donc, c'est laisser la place aux autres. De passer effectivement d'une série comme The Office avec une série comme The Passion. D'après mon expérience, quand quelqu'un fait tout ce chemin, qu'il fait le choix d'entamer une thérapie et qu'il n'hésite pas à aborder les points difficiles, c'est qu'il peut être aidé. Oui. Effectivement, là, c'est 2 registres totalement différents. Et ça doit être aussi quelque chose de complexe à aborder, justement. Parce que là, quand on est ancré dans un style un peu comique, où ça passe un peu dans tous les états, et puis là, dans un truc un peu plus sérieux, un peu plus grave, plus grave. Et très, très profond.
Alors, je dis pas que The Office n'était pas profond, mais oui. il y a une espèce de légèreté de champagne, de machin. Là, c'était... Pour ceux qui ont vu la série, The Passion, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Donc, fait un super travail. ouais, c'est gentil. C'est gentil parce que... Et je remercie aussi beaucoup Edgar Givry, parce que c'est Edgar qui a dirigé et il a su m'accompagner dans le rôle. Ouais. C'est un directeur artistique, du coup. Edgar, oui. Edgar, pour te le resituer, il est surtout comédien. C'est lui qui faisait MacGyver, la voix de MacGyver. Ah oui, d'accord, tu vois. Si vous faites sauter la porte comme ça, les billets risquent de brûler. Si vous voulez, je peux l'ouvrir sans qu'il y ait trop de dommages. Avec quoi? Avec tes dents? Non, avec un chalumeau. Mais il n'y en a pas ici. Ce vélo fera parfaitement l'affaire. Il me faut juste quelques outils, une vieille boîte toute rouillée, et je vous découpe la serrure en quelques minutes. Laissez-moi faire, ça ne coûte rien d'essayer. Il fait Malkovich, enfin, c'est une grosse pointure. C'est ça qui est incroyable en fait dans ce métier-là. La difficulté en fait de passer, par exemple, je pense souvent effectivement à Jack France, entre Mel Gibson et De Niro. Et ben c'était deux intonations totalement différentes. J'ai mis du temps moi avant de me rendre compte que c'était. Mais oui, mais exactement, c'est ça en fait. On met du temps. Bon, je te donne le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. N'oublie pas de dire à tes copains ce qu'on fait aux types qui nous emmerdent. Tu saisis? Excusez-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Tu l'as dit que tu savais pas ce que tu faisais. Parce que si tu reviens, si on en chope un des deux, je vous éclate la tête et vous ressortez pas. Tu vois cette scie? On s'en servira. On vient pas nous emmerder ici. Écoute, Roger, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, Ryan, c'est super cette pub. J'ai un petit problème avec papa, je suis Ryan, désolée. je t'ai trouvé formidable. C'est vrai, ça t'a plu? Oui, je pense qu'elle a un bel avenir, n'est-ce pas, Georges? Oui, elle est bien. Georges a peur de papa, il veut rentrer chez lui. Oh, soyez pas idiot, restez avec nous. Mais Monsieur Murtoff a une arme. Ah oui, mais c'est un vieux flingue. Il est pas très bon tireur. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Et c'est là où on se rend compte de la grandeur du comédien, justement, de pouvoir d'être effectivement capable de proposer... de casser un jeu pour un autre jeu. Ah, oui. Mais même pour toi. Même pour toi aussi. Alors c'est super parce que Squid Game, c'est Marc XVI qui m'a appelé pour passer les essais. Et Marc m'avait dit, écoute, tu vas voir, c'est une série sur des jeux de mort, etc. C'est super. Alors tu te démerdes comme tu veux, c'est un mec pour toi. Alors les essais, il faut que tu déchires tout, il faut que ce soit toi. Wow. Je dis, bah ok, mais enfin, pas moi qui décide. Donc j'arrive sur les essais, et donc je vois la scène. Donc si vous avez vu la série, la scène d'essai, c'était celle où il retrouve son ami qui était venu pour surveiller sa mère sur le marché. Et moi je le vois et on va boire un café ensemble. Et je dis, mais t'as des dettes? 600 milliards? Mais enfin comment? Attendez, non, ne me tue pas! Il a bon goût, ton sang. J'ai comme une envie de m'en remplir un bon bol pour me faire une bonne soupe pour ce soir. Je te rembourserai! Je te rembourserai, je t'en prie! Je te rembourserai! Tu me fais pitié. Arrête. Et donc je fais la scène. Et donc avec cette même disposition que je t'ai dit, tu vois, la table un peu derrière moi, avec donc Marc et puis l'ingénieur du son, moi un tout petit peu devant, donc je les vois pas. Je fais la scène et il y a un silence qui s'installe. Tu sais, souvent, ça réagit, ou c'est super, ou tiens, on va peut-être reprendre ça, mais là, rien. Et je me dis, merde, alors j'avais eu le sentiment d'avoir fait un bon travail, tu vois. Et je les regarde et ils étaient tous les deux comme ça. Et Marc dit à son ingé, je crois qu'on a notre champion. Donc ça m'a vraiment touché. Et j'étais content pour Marc, parce qu'il avait ce truc qui était, c'est pour Constantin, quoi. Senti, ouais. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi? Et alors là, il a une phrase extraordinaire, Marc, il me dit, parce que tu m'as fait penser à un chien de compagnie. C'est génial, commencer comme ça. Alors tu sais, je fais les yeux comme ça. Quoi? Et en fait, c'est plein de sens ce qu'il dit. Un chien de compagnie, c'est-à-dire gentil tout le temps, mais il y a un moment donné, il ne faut pas trop le chatouiller parce qu'il peut mordre. Et en fait, c'est le personnage de Squid Game. Oui, mais c'est le mec gentil, naïf, toujours voulant rendre service, jusqu'au moment où là, à un moment donné, ça va trop loin, et là, il mord. Ça, c'est moi dans la vie. Et ça, Marc, il l'a senti. Et du coup, ça m'a amusé. Je dis, tu vois, je lui dis, ça m'a choqué quand tu m'as dit un animal de compagnie, on le prend tout de suite de façon péjorative. Et en fait, je lui dis, non, c'est très, très juste ce que tu as dit. Bravo à toi. Donc, c'est fou, hein, quand même. Il s'endurcit, etc. Oui, la vie. Et toi, tu accompagnes effectivement toute cette ces transformation. Trois. Souvent, c'est instinctif. Tu te laisses emporter par lui. Mais tu l'écoutes, tu fais, putain, il est vachement plus sombre, il est moins naïf. Parce qu'avant, moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement naïf. Tu as vu, il rigole tout le temps. Il est gamin avec sa fille, tu vois. Mais non, j'ai arrêté de fumer. Alors, bon, d'accord. Tu vois, et c'est un peu moi. Je suis un peu comme ça. Moi, j'étais comme ça avec mes enfants. Bon, maintenant, ils sont grands, mais... Maman me laisserait pas en manger. Elle dit que c'est de la malbouffe. Profite alors. C'est le moment. J'ai apporté un joli cadeau d'anniversaire
Pierre, pour toi. Il y a ce côté toujours de prendre la vie du bon côté, c'est ce qu'il fait très bien, tu vois. Sauf que sa mère est morte, son meilleur ami est mort, même si c'était un salopard, mais... Et puis tous les gens avec qui c'est lié meurent tous les uns après les autres. Waouh, c'est... Ah oui, non, mais donc la saison 2, quand elle arrive, ben lui déjà, il met ça en place tout de suite très vite. On le voit, il est paranoïaque dans son hôtel, il surveille tout, il est comme un dingue, il reçoit l'autre, il est grave, il fume... alors qu'on le voyait moins fumer, là il fume vraiment, mais on sent que c'est de la fumette pour... Et puis surtout, là où ça s'est déclenché pour moi, où là vraiment, ça m'a amené une des clés pour aller dans son humeur du moment, c'est la scène avec le recruteur avec la roulette russe. Ah oui, ah oui. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans les films. Ça s'appelle la roulette russe. Mais je voudrais rendre ce jeu plus intéressant pour nous deux. Parce que vous êtes quelqu'un de spécial. Allez à l'essentiel. Là, il a mis la note. Ouais. Il est dans le... Il n'y a plus qu'un objectif, c'est d'avoir l'information par ce mec, même s'il doit crever, quoi. Ah ouais. Et puis finalement quand même son amour du jeu, parce que c'est du jeu quand même. Hein. Ouais. Et lui, ça lui fait pas peur. C'est pour ça qu'il accepte d'ailleurs. Oui. Il a plus rien à perdre. Voilà, c'est ça. Et là, à partir de là, c'était pas facile pour moi, mais ça y est, il avait donné le truc et on oubliait, sauf à un tout petit moment quand il est avec son meilleur pote et ils éclatent de rire en disant mais t'es un radin, etc. C'est toi qui paye le coup. C'est le seul moment où on l'a retrouvé. Ouais. Et sinon, il est. Mais, tu vois, c'est marrant parce que là, rien que quand tu en parles, eh ben, on parle de Michael Scott, on reconnaît Michael Scott, on parle du joueur 456, ça, on est sur 456. Ouais, et c'est vrai, hein, c'est incroyable, cette façon de passer de l'un à l'autre comme ça, c'est incroyable. Et tu fais aussi des personnages, on en revient aussi à divers personnages que tu peux faire, tu fais aussi des personnages d'animés également. Oui, bien sûr. Alors là aussi, c'est une autre approche. C'est encore autre chose, oui. Ouais, c'est encore autre chose. Des jeux vidéo, ouais. Ah oui, dans God of War notamment. Oui. Je faisais mon petit nain que j'aime beaucoup. Effectivement, ça c'est un super travail. C'était très sympa aussi. Excuse-moi, mais où as-tu trouvé cette hache? Ça ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais nous ne l'avions pas faite pour toi. Nous qui aimons jouer aussi de temps à autre, c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir aussi des bons doublages sur les jeux. Ouais, parce que maintenant les jeux ressemblent quasiment beaucoup à des films maintenant, hein, que ce soit les Last of Us. C'est vrai. Et au fur et à mesure, tout se transforme en film d'ailleurs. C'est vrai. Mais en plus, l'avantage, quitte à faire du jeu, parce que c'est pas ce que je préfère prêter ma voix pour du jeu. C'est pas ce que je préfère parce qu'on est toujours tout seul. On a rarement une image, tu vois, on est surtout avec du tableau Excel, avec des textes, des fichiers au casque, et on fait un fichier, si ça va, on fait la suite, et on enquille, tu vois. C'est plus difficile. Mais il y avait quand même des choses à jouer, donc j'ai bien aimé God of War pour ça, comme j'aime bien Destiny aussi que je fais, parce que c'est un petit robot, et il joue plein de situations différentes. Mais par contre, quand c'est le Medal of Honor, c'est que des cris de soldats, et c'est... tu vois, c'est tir en élite, premier étage, tir en élite, deuxième étage. Ah, t'as fait ça aussi, 10. ouais. Ah ouais. Medal of Honor. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Sauf pour le joueur. Et puis bon, je vais être bassement pragmatique. Et le chèque, bien sûr. Mais comme dans le jeu... Alors que Sindri, si. Oui. Sindri, tu savais, quand il n'aimait pas toucher la saleté, puis après il s'endurcit quand son frère est mort. Enfin, il y a un vrai travail d'acteur là. Là, ça m'a plu, tu vois. Plus les jeux de guerre, c'était chiant. Non, oui, mais plus les jeux avancent, plus les jeux. Absolument. Plus justement, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est des bons scénarios avec des vrais acteurs. Oui, absolument. T'as un doubleur préféré? Qui te marque, qui te touche. Ou quelqu'un qui serait un petit peu mon modèle, je dirais. Oui, par exemple. Alors déjà ton modèle, oui. Quelqu'un qui... Ouais. Ils sont nombreux en fait. Parce il y en a plein. Et puis de générations différentes, Darbois Savoie, j'ai eu la chance de travailler 2 fois avec lui à la barre, et ça vibre. Non, c'est incroyable. Et c'est tellement bon qu'il te hisse. Enfin, tu donnes le meilleur de toi, quoi. La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé à Cator au XVe ou XVIe siècle. Baisse les bras, s'il te plaît, tu me fais honte. J'adore Emmanuel Curtil.
Emmanuel, c'est pareil, sur Jim Carrey. Enfin, voilà, sur Jim Carrey, c'est incroyable. Il est incroyable. Sur Jim Carrey, pareil, c'est un personnage aussi qui peut être tout à fait dans le burlesque, dans le comique, mais qui peut aussi être dans le dramatique. Il a une palette d'acteurs qui est incroyable. Et là, Curtil fait vraiment son... il est c'est extraordinaire. Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Après, j'aime beaucoup Emmanuel Giacomi sur Denzel Washington. Je trouve que sa voix colle tellement bien. Ça aussi. Puis Manu, il parle normal. Enfin, c'est fluide. Quand les choses deviennent faciles avec lui. Bien sûr. Ça aussi, c'est des voix en fait qu'on reconnaît comme ça instantanément. On n'a même pas besoin de voir Denzel qu'on sait que ça va être lui. Quoi. Exactement. C'est incroyable. Votre homme à ma gauche avec le doigt sur la détente est 30 cm trop près, ce qui veut dire que votre homme à ma droite est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. Je suis navré pour sa famille. 9 secondes. C'est le temps que je vous accorde pour décider de votre sort. 9 secondes. J'en ai plein d'autres, qui me vient encore aller. Edgar Givry, c'est pareil, il a... Alain Dorval qui n'est plus, Dorval, Stallone. Non, il y a des grands. En parlant de Dorval, on va revenir sur, justement, on va parler un peu d'intelligence artificielle, justement, on va revenir à ce sujet, parce qu'il y a eu, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, un essai, en fait, sur un film sur Amazon Prime, avec Stallone, je ne sais plus le titre, où, effectivement, on avait pris l'AI copié sur Dorval, et c'était une catastrophe. C'était vraiment immonde. Oui, mais tant mieux. Ah oui, tant mieux que ce soit. Échec et mat. Il n'y a qu'une seule façon de vous sortir de cette situation en vie. On est mort. Mauvais choix. Des millions. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse. 3 secondes. 3, 2, 1. Tout ça pour dire effectivement que voilà, je pense que même si parler effectivement de l'intelligence artificielle pourra, en tout cas pas à l'heure d'aujourd'hui, remplacer vraiment l'émotion que toi tu peux apporter ou que d'autres peuvent apporter en tant que comédien sur un acteur, sur le travail de doublage. Bien sûr. Non, l'IA de toute façon, malheureusement, elle va être un peu. Elle va être très présente sur le travail de l'adaptation, la traduction. Les auteurs, à mon avis, ils ont du mouron à se faire parce que l'IA va être très présente là-dessus, parce que c'est de la traduction, donc ils vont proposer des textes. Quand on regarde une série en VO ou autre, au niveau des traductions, on voit que c'est l'IA, on voit que les choses ne sont pas traduites exactement comme il faudrait en fait. Et ça aussi, c'est encore une fois, c'est malheureux, mais voilà, je pense qu'on n'est pas encore... C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'ils feront des premiers jets de traduction de texte faits par l'IA, et après il y a l'humain qui va rectifier ça. Mais le problème, c'est que on aura viré un auteur qui faisait déjà le travail en amont, quoi. Donc mais en même temps, je sais que voilà un autre acteur que j'aime beaucoup, c'est Damien Boisseau. Et Damien, on avait fait un test. J'étais dans la salle d'attente à Dubbing et il sort d'un doublage et ils avaient une phrase qui s'arrivait. C'était alambiqué, la tournure était alambiquée et puis c'était pas en place. Et donc Damien était un peu déçu, un peu énervé par rapport à ça. Et il avait ChatGPT sur son truc, donc il dit comment tu traduirais, et puis il s'était souvenu de la phrase en anglais. Donc ChatGPT a traduit le truc. Donc Damien il dit déjà c'est mieux que ce que l'auteur avait trouvé sur le truc. Et il dit mais le problème c'est que c'est pas en place, il n'y a pas les labiales. Peux-tu me mettre des labiales à tel endroit? Et ChatGPT a trouvé le truc pile poil. Et il a fait ça en 2 secondes. Alors que moi, pour avoir assisté des copains et des copines quand ils étaient devant leur écran avec une page blanche pour adapter, c'est très long. Voilà, donc je suis très inquiet pour les auteurs. En revanche, je suis également très inquiet pour des spots pubs, pour certains jeux vidéo, les jeux de guerre par exemple. Donc je te citais grenade, machin. Ça, ils vont nous piquer des trucs, ils vont les coller, donc ils vont pas faire travailler d'acteurs. Et des voice-overs, tout ce qui est documentaire aussi, ils ont déjà commencé à le faire. Alors, pour l'instant, c'est très mauvais, mais comme c'est quand même, on ne demande pas trop aux gens de jouer sur des voice-overs, tu sais. Donc, à un moment donné, ils vont finir par remplacer par de l'IA. Après, on est tellement habitués, nous aussi, aux voix, en fait, à nos voix qu'on aime, comme toi et comme d'autres. Donc, nous mettre une IA sur un personnage qu'on connaît, ça ne collera pas. Non, mais c'est pour ça que je suis par contre très optimiste pour le moment.
Sur la fiction, par contre. Je pense que c'est pas demain la veille où l'IA pourra remplacer un acteur sur un film joué, quoi. Parce que justement, la création, c'est un accident et l'IA est incapable de créer de l'accident. Tu vois ce que je veux dire ? Je prends toujours, je me rappelle plus exactement la phrase de Poivès sur Bruce Willis, c'était dans le premier Die Hard, je crois. Il recule parce qu'il est en communication avec le terroriste allemand au Tokiwoki, il recule et puis Patrick racontait qu'il voit qu'il va être court et il dit « connard » à la fin. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? Yippee-ki-yay, pauvre con. Ça, l'IA n'aura jamais l'intelligence de rajouter connard parce qu'il sent qu'il va être court. Et il se dit, putain, je vais me faire engueuler par le DA. Le DA dit, mais non, j'achète, c'est super. C'est pour ça que je te parle d'accident. C'est de l'accident créatif. La création, c'est de l'accident. Exactement. L'art, c'est de l'accident. Donc la peinture, c'est pareil. Un peintre, il va mettre un coup de pinceau comme ça, et puis il va dire, putain, merde, en fait, c'est bien. C'est ça. Et ça, l'IA est incapable de ça. Elle ne fait que copier donc, ce qu'on lui donne comme élément. Donc, elle n'est pas artiste. Donc, je suis là-dessus, voilà. Et là, franchement, pour l'instant, je pense que, voilà, là-dessus, on est encore à l'abri. Je voulais revenir également sur la fameuse école. Voilà, ah oui. Et voilà comment ça fonctionne, ce que tu apportes, quel est ton travail avec ça, la transmission du coup au métier de jeune comédien. Donc, comment tu procèdes? Voilà, déjà dis-nous un mot déjà sur ça. Alors c'est très drôle parce que parfois j'ai l'impression que ma vie professionnelle est écrite. J'arrive là aujourd'hui, j'ai 63 ans, donc j'avais à 60 ans, je faisais un peu le bilan de ma carrière. Je me disais bon, c'est bien, j'ai fait des belles choses. Maintenant, je prends que du plaisir, le plus gros est fait, mes enfants sont grands, voilà, je faisais un... Et je me disais, qu'est-ce qui me manque? Et je me disais, je suis à un âge maintenant où j'ai envie de transmettre, j'ai envie de passer la main aux autres. Et c'est à ce moment-là que l'école m'a contacté. Alors, il se trouvait que Valérie et Marc, on se connaît depuis presque 25 ans. Donc on était un petit peu en contact, de près ou de loin, on se suivait un petit peu, et puis Valérie, sachant que c'était mon activité principale, le doublage, m'a appelé en me disant « Écoute, voilà, on a parlé de toi avec Vincent Violette, alors que je connaissais bien Vincent, et on s'est dit que ça serait une bonne idée que tu viennes rejoindre l'équipe. Est-ce que tu en as envie ?» Je dis « Écoute, c'est très marrant que tu me demandes ça. » Ça y est, j'étais chaud, j'étais prêt pour ça. Donc voilà, le destin a fait... Donc voilà comment je me suis retrouvé dans l'équipe. Et alors après, c'est en fonction des jours d'intervention où j'interviens. C'est-à-dire que je trouve leur programme de pédagogique formidable parce qu'ils font entre 5 à 8 jours de doublage, de formation de doublage, et chaque jour c'est un intervenant différent. Donc on n'a pas les élèves 8 jours de suite. Donc ça amène déjà aux stagiaires une méthode de travail différente, comme quand ils se mettront à travailler, que les directeurs artistiques seront différents, avec des méthodes différentes, une vision du film différente, etc. Donc ça les habitue déjà à s'adapter en fonction de à qui ils ont affaire. Et alors, à partir de là, on a quand même toujours un intervenant qui est celui du début et qui finit, qui est donc l'intervenant, le référent. Oui. Alors, il m'arrive parfois d'être référent et parfois, je ne le suis pas. Donc, si par exemple, j'y suis le premier jour, je vais avoir un travail vraiment d'initiation. C'est-à-dire que je vais commencer d'abord par un travail de post-synchro. C'est-à-dire qu'on va travailler du français sur du français. Comme ça, ils verront tout de suite s'ils sont en place ou pas en place. Généralement, ça se passe plutôt bien. Et puis après, on attaque vraiment des petites scénettes, tranquilles. Et je leur explique, alors du coup, la technique, les symboles qu'il y a sur la bande rythmo, parce qu'il y a des flèches qui montent vers le haut, c'est prise d'air, quand c'est vers le bas, c'est un souffle, MH, c'est toutes ces petites choses, quand le texte est souligné, ça veut dire que le comédien n'est pas à l'image, quand c'est pas souligné, c'est qu'il est à l'image, si c'est en pointillé, c'est qu'on le voit, mais on le voit, tu vois, de profil, mais on voit pas ses lèvres parler. Je leur indique tout ça, donc ils essaient déjà d'enregistrer toutes ces informations, et il y en a beaucoup. Mais on y va tranquille, et j'insiste toujours par contre sur le fait, parce que souvent ils arrivent en se disant le doublage c'est de la voix, alors je dis certes, mais il va falloir que vos voix soient physiques, c'est quand même du physique. Oui. Donc ne restez pas devant votre barre statique parce que ça ne va pas marcher. Oui. Je dis mettez toujours du corps dans ce que vous faites, parce que souvent effectivement ils arrivent en disant c'est de la voix. Et c'est là où ils se plantent. Et oui, c'est là où ils se plantent. Parce on fait de la voix et ça ne marche pas. Et on le voit d'ailleurs, encore une fois, dans certaines vidéos où tu y vas, en fait, quand tu parles, quand tu gueules sur certains acteurs, ça y va et tu y mets tout le cœur, en fait. Voilà, tu mets tout ton corps dedans. Et Tu devrais te méfier quand tu demandes aux gens de se rappeler quelque chose, Michael. Parce que maintenant, je me souviens absolument de tout. Je me souviens de ce que tu m'as fait, mon vieux.
que tu t'es toi-même cogné la tête pour que les autres me renvoient ici. Et Il faut se dire que tu aurais pu jouer la scène. Donc si tu l'avais joué, comment tu aurais fait physiquement, tu vois. Donc voilà, ça c'est souvent le premier jour. Après, quand j'interviens le 4e jour, on se dit qu'ils ont déjà eu 3 jours de formation, donc on attaque des scènes un petit peu plus difficiles, etc. Ouais. Mais en revanche, toujours de la bienveillance, toujours leur dire, mais trompez-vous, ne cherchez pas à bien faire, le produit, on ne va pas le rendre. Donc c'est un laboratoire, donc ça veut dire chercher. Et donc c'est en vous trompant que vous apprenez. Si vous ne vous trompez pas, vous n'apprendrez rien. Donc c'est en retenant vos erreurs que vous avancez. C'est ça ma politique, tu vois. Mais toujours la bienveillance, par contre. Et puis quand ils me disent, oui, est-ce que tu penses que je peux faire ou pas, je dis, attendez, qui je suis pour vous dire si vous pouvez continuer ou arrêter. La passion, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai dit, si j'avais dû écouter tous les gens du métier, je n'aurais pas fait ce métier. Ils m'ont tous dit, ah non, ne faites pas ce métier, c'est un métier de fou, etc. C'est vrai qu'on avait cette période-là où on nous disait, non, on ne fait pas ça. Tout le temps. Donc il faut vivre sa passion, il faut s'écouter. Et puis il faut être cohérent. C'est vrai qu'il faut essayer d'être le plus objectif possible et de se dire, bon, de se rendre compte que si c'est pas pour soi, c'est pas pour soi. Voilà. Oui, il faut aussi être vrai avec soi-même. Oui. Voilà, c'est ce que je leur dis. Et là, on va se rejoindre, Charles, c'est que Charles. Laurent et Charlotte. L'humain avant toute chose. Et moi, la rencontre humaine, en stage, à chaque fois, j'ai entre 8 et 10 stagiaires. Et à chaque fois, c'est 8 à 10 personnes différentes. Et j'adore ça. À chaque fois, c'est moi aussi qui me remets en question, en me disant comment je peux apporter des choses. S'il ne les comprend pas, c'est pas sa faute. C'est moi qui ne sais pas comment les... je trouve ça kiffant. Puis c'est des rencontres tout le temps. Allez, saisir la chose, faire sortir, arroser sa fleur. Tu sens que tu as une jolie fleur et tu vas l'arroser, tu veux qu'elle s'épanouisse. Voilà, et tout ça, c'est de l'humain. Et franchement, ça fait 3 ans que ça dure et je suis ravi et je prends toujours autant de plaisir. Ouais. Alors comment les jeunes qui veulent venir, comment ça se passe? C'est quoi? Quelles sont les modalités, j'ai envie de dire? Alors donc la formation, c'est le magasin et la compagnie Vagabond. Voilà, la compagnie on peut la trouver, ils sont donc à Malakoff. Vous pouvez trouver le site sur Google très facilement, en tapant formation doublage, le magasin compagnie Vagabond. Il faut contacter Valérie au téléphone, et donc Valérie vous questionne un petit peu au téléphone sur vos motivations, etc. Et puis après, prend rendez-vous avec vous. Et donc vous venez, et en fonction de la rencontre, elle accepte ou pas que vous rentriez, qu'elle sente si vous êtes apte ou pas à faire ce stage. Et après, à partir de là, on lance un dossier, puisque c'est l'AFDAS qui paye la chose si vous êtes intermittent du spectacle, si vous avez les heures pour ça. Et puis après, en fonction des dates des stages, il faut rentrer les stagiaires qu'ils ont reçus. Et voilà. Je pense, je fais une petite parenthèse, Dark Knight, le Batman. Oui, le Batman. Vous avez vu quand ça devient dangereux? J'ai eu la chance de le faire. Oui, c'est vrai, voilà. Ça n'est pas une question de volonté, mais de justice élémentaire. Tu as cru qu'on pouvait être respectable en des temps détestables. Mais tu as eu tort. Le monde est cruel. Et la seule chose morale dans un monde cruel, c'est le hasard. Descartes, ouais. Et j'ai adoré ce film parce que je trouvais que même le traitement du son, et il y avait cette saturation quand le Joker allait arriver. Et ça, moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Nolan, et ça voilà, je cherchais son nom, Nolan, pour le son. Magnifique. Mais même le choix de ses musiques. Bien sûr. Quand t'entends ram, 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 tam, tam, tam. Je regardais tout de suite le film, tout de suite, quoi. Pareil pour les Terminator, les musiques sont extrêmement importantes. Et les sons. Pareil dans les compositions aussi, il y a des artisans du son, comme Hans Zimmer par exemple, qui a fait aussi des vidéos des Dark Knight et compagnie. Ah non, c'est merveilleux. Il y a un travail de son qui est incroyable aussi. Ça n'est pas que de l'image ou du jeu d'acteur, c'est aussi du son, ça c'est sûr. Quand il sert l'œuvre, voilà. Il ne faut pas que ce soit gratuit. Non, voilà. Mais quand ça l'accompagne, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un vrai savoir-faire. C'est un tout. Et je voudrais quand même rendre un hommage, parce que j'ai quand même pas mal travaillé à la régie, et je trouve qu'on ne met pas assez la régie en avant. La régie, on voit toujours, on oublie qu'un décor, c'est un régisseur qui s'est démerdé pour qu'on ait un décor extérieur, j'entends bien sûr. Et l'organisation, la cantine, que les choses se passent bien, et donc la régie, c'est toujours la partie la plus méprisée, mais
c'est pas bien, c'est pas juste parce que c'est la plus importante. Une mauvaise régie, ça sera une ambiance de merde. Allez, pour conclure, mon cher Constantin, oui. on va revenir aussi un peu sur... est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué? Alors déjà, des films qui t'auraient marqué enfant. Voilà, oui, quand j'étais gamin, oui. Voilà, quelques films comme ça que tu as vraiment mémorisés. Et puis, plus récemment, voilà, quelques films que tu aurais appréciés. Et ton film préféré, par exemple? Quand j'étais gamin, le film de Jerry Lewis... On fait ma joie, mais vraiment. En plus, c'est doublement fort les Jerry Lewis parce que ça me renvoie à ma mère. Ma mère adorait Jerry Lewis, adorait Hollywood et donc elle a su partager ça avec moi et donc je regardais les Jerry Lewis avec elle et donc c'est des souvenirs impérissables et voilà, donc c'est doublement des souvenirs et ça me rappelait ma maman et Jerry Lewis. Voilà. Encore une fois, il y a la transmission finalement. On en est. De toute façon, maman, je pense qu'elle a fait partie. Je pense de. Ça venait pas de mon père. Mon père aimait bien, mais lui, c'était des films d'action, lui. Sinon, il s'endormait. Ouais. Maman était beaucoup plus large. Elle aimait beaucoup de choses différentes. Et finalement, on voit aussi l'appétence pour la comédie déjà. Finalement. Oui. Maman, en plus, elle m'a toujours encouragé dans tout ce que j'ai fait. Et je pense que le jour où je lui ai dit que je voulais être comédien, je pense qu'intérieurement, elle était ravie. Évidemment, elle ne voulait pas rentrer en conflit avec mon père, qui lui, évidemment, il me dit « Ah putain, tu trouves le seul métier où je ne peux pas t'aider, mais j'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est gentil, mais j'ai pas besoin qu'on m'aide, quoi. » Donc, maman, je pense qu'intérieurement, elle était ravie. Bon, enfin bref. Et par contre, j'ai des films qui m'ont marqué. Il y a Psychose, par exemple, de Hitchcock. If you want anything, just tap on the wall. I'll be in the office. Thank you, Mr. Bates. Norman Bates. Qui est quand même un film incroyable et qui m'a marqué et qui encore aujourd'hui... Hitchcock est quand même l'un des réalisateurs qui en a inspiré énormément d'autres. Et on s'amuse des fois à revoir des films plus récents où on se dit tiens, c'était Hitchcock. Oui, que des clins d'œil ou des... Ah oui, non, mais de toute façon Hitchcock restera un grand du suspense. J'ai beaucoup aimé, alors c'était à la fois le film et le bouquin, j'ai adoré La planète des singes et le livre. Et le tout premier film avec Charlton Heston qui m'a marqué, Ce qui est drôle, c'est que c'est quand même un bouquin qui est épais comme ça. Et oui, c'est ça. Il y a combien de films sur la planète des singes? C'est un truc de malade. C'est complètement fou. Ils ont tiré dessus, c'est quand même fou. Mais le bouquin est extraordinaire et le film avec Charlton Heston avec cette fin où on voit la statue de la liberté enfouie dans le sable, c'est... Enfin, quand on est gamin, ça marque. Ah oui, ça marque. Ça marque vraiment. Effectivement. Tu as aimé la nouvelle trilogie qui a été refaite récemment? Non, Tu restes attaché. Ça fonctionne bien, mais je reste à mon souvenir. Tu restes attaché à ton souvenir de Charlton Heston. Et l'autre film qui m'a beaucoup marqué, et le bouquin et le film, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Parce que ça m'a emmené, le bouquin m'a emmené dans un truc, encore aujourd'hui, je me questionne là-dessus. Mais surtout, et puis le film de Kubrick. Alors après, Kubrick, t'as Shining, t'as... Et c'est un film complètement précurseur de ce qui arrive aujourd'hui, encore une fois. Oui, quand on y pense, oui. Et on est en 1969 ça date, ça commence 67, à dater, je sais plus. Ça commence à dater. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Mais voilà, c'est fin des années 60, Mais vraiment, et c'est complètement incroyable de voir ce film, encore une fois. Et même la restauration qui a été faite est absolument superbe. Ouais. Ah non, mais c'est un chef-d'œuvre. Avec la musique du Danube bleu de Strauss, également. Puis ce début de Zarathustra, enfin bon, tout est magnifique, c'est sublime, quoi. Après, il y a aussi, j'ai beaucoup aimé, alors là, c'est comme acteur. C'était Midnight Express. Et ça m'a tellement marqué que le monologue qu'il a quand il est à son procès et qu'il dit que tous les Turcs sont des porcs, etc. Je hais les Turcs. Je hais votre nation. Je hais votre peuple. Et je baise vos fils et vos filles parce que ce sont des porcs.
Vous êtes un porc! Je l'ai travaillé en cours, ça. fils sont des J'ai transcrit tout le texte, le dialogue. Merci à la VF pour ça. Et je l'ai joué parce que c'était un monologue intéressant. Et je l'ai joué sur les planches en cours de théâtre. Ah oui? Ouais. Parce que je trouvais que c'était génial. Et j'ai un copain qui a fait la même chose sur un autre film que moi j'ai beaucoup aimé. Et lui, il a adapté. C'est Jack Nicholson dans Vol au-dessus des coucous. Pareil, c'est un film qui m'a marqué pour son histoire et ce jeu incroyable de Nicholson. De toute façon, il n'y a pas un film deNicholson où je le trouve en dessous mauvais. Tout ce qu'il a fait est et même dans la comédie, on pense à pour le pire et le meilleur. Mais bien sûr, et c'est super ce qu'il fait là-dedans. Après, dans les films modernes, plus récents, Seven m'a laissé un goût. Ouf, j'ai mis une semaine à me remettre à ce film. C'est vrai. J'ai trouvé ça remarquable. Alors, le problème de ce genre de film, c'est que tu peux le voir qu'une fois. Oui, parce que c'est foutu. La mécanique, après, elle est foutue. C'est comme Usual Suspect, c'est un film extraordinaire. C'est exactement la même chose. Mais tu l'as vu une fois, c'est mort. Oui. Une fois que tu as le truc, c'est mort. Ou Fight Club, pareil, voilà, c'est des super films, mais il faut les voir qu'une fois. Ah mais moi c'est vrai que c'est des grands films. Fight Club, moi je m'amuse à le revoir, ça fait partie de mes films. Oui, alors après, parce que tu vas regarder parce qu'on découvre à chaque fois des nouvelles petites choses. Ah oui, c'est ça qui est voilà, donc c'est pour ça qu'on s'amuse quand même à revoir ces films-là en fait. Bien sûr. Donc voilà, pour les gens. Donc pour les Batman, j'ai beaucoup aimé le Dark Knight, c'est un film dont je me lasse pas parce que c'est un des rares films où il n'y a pas de ventre mou. On te tient en haleine de la première minute jusqu'à la dernière. Ça, c'est quand même rare dans les films. Souvent, tu as un petit côté un peu mou. Mais là, je trouvais ça très bien. Et puis, je trouve que c'est très bien écrit. Enfin, et c'est aussi accompagné par le timing de la musique de Zimmer. Comme on disait tout à l'heure. Voilà. Exactement. Il y a les sons et la musique. Il y a cette sonorité qui accompagne le film complètement. Voilà, comme un métronome, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, et on est dedans. Donc, tu es dedans tout le temps. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça extraordinaire. Alors après, il y a des cinémas aussi qui peuvent surprendre, comme le cinéma asiatique. Les Coréens d'ailleurs, sont très bons. Moi, le cinéma coréen, il est en train d'exploser la baraque. Et le cinéma, et le japonais aussi, la télévision coréenne et japonaise, bien sûr. Alors, dans les séries, puisqu'on pourrait aborder les séries que j'ai beaucoup aimées, Squid Game, par exemple, j'ai eu la chance de faire le rôle principal, certes, mais j'ai adoré la série. J'ai adoré la série. Et j'ai vu la saison 1 15 fois. Et je vais continuer à la revoir parce que je suis comme toi, il y a plein de petites choses que je repère et qui m'interpellent et qui m'interrogent sur la société d'aujourd'hui. Et j'ai entendu cet été un podcast sur France Inter ou France Culture, exclusivement sur Squid Game. Et je peux vous dire que c'était passionnant, quoi. Et ils sont en plus bien entrés dans le réalisateur, parce que je ne le connaissais pas. Et ils ont parlé des 2-3 films qu'il a fait avant, mais c'est un génie ce mec, c'est un génie. Et je le comprends maintenant quand je vois la série, je dis il a fait des coups extraordinaires. Alors il y a ça que j'ai beaucoup aimé et j'attends, c'est pour bientôt là, oui c'est pour bientôt, la saison 3 de Alice in Borderland. Oh là là, j'ai eu la chance de tomber par hasard dessus, enfin c'est pas par hasard, mais il disait vous avez aimé Squid Game? Oui, et je me suis dit tiens, ça a l'air... Puis j'ai dévoré ça. Et là, quand ils m'ont dit... Alors, j'attends de voir sur comment ils vont relancer la saison 3. Parce que quand on connaît la fin de la saison 2, on se dit, bon, le truc est bouclé. Bah non, ils relancent. Oh, j'ai hâte. J'ai adoré Walking Dead et je remercie mon fils pour ça. Parce que c'est lui qui m'a... Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore des films qui m'ont marqué, Zombies aussi. Il y a aussi une série coréenne aussi avec... All of Us Are Dead. Mais alors, curieusement... T'as moins accroché là? J'aime bien en revanche leurs zombies. Ce truc où ils sont... moi, je suis tout ce qui est zombies. Mon fils d'ailleurs m'a offert un magnifique bouquin sur l'histoire cinématographique des zombies. C'est une mine. Je l'ai pas compliqué, je l'ai lu en une soirée, je l'ai dévoré. Moi les zombies, donc tout ce qui a été, tu vois, sur les zombies, j'ai bouffé ça. Tout le cinéma de Romero. Je suis archi fan de Romero, encore un cinéma très intelligent. Très intelligent. Et les Walking Dead, j'ai beaucoup aimé Walking Dead. Et c'est mon fils qui même s'il y a eu des saisons un peu inégales. Plus molles. Oui, il y en a eu des très bonnes. À l'arrivée de Negad. Donc voilà, les choses que, en tout cas dans les séries ou les films que j'ai aimés, voilà. D'accord. Est-ce que tu as rencontré un acteur que tu as doublé? Alors j'ai eu la chance, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai rencontré Craig Schaeffer, que je faisais dans Les Frères Scott. Je suis venu pour te dire quelque chose. Je te pardonne. Donc j'ai rencontré Craig Schaeffer, qui est un homme charmant. Il est ce qu'il est dans Les Frères Scott. Et j'ai eu la chance de rencontrer Richard Spade Jr., que je fais entre autres dans Supernatural, l'ange Gabriel. Et ça a été pareil, une très belle rencontre. Et lui, je l'ai rencontré 2 fois. Et c'est très chouette de les rencontrer. Alors, quand tu vas leur serrer la main, c'est toujours très étrange parce que eux, ils te serrent la main comme étant quelqu'un qu'ils ne te connaissent pas. Forcément. Ils t'ont présenté
Mais moi, quand je leur serre la main, c'est un copain que je retrouve. Parce que moi, j'ai bouffé de la saison. Ah oui, c'est ça. J'ai joué leur personnage. Donc, cette rencontre est assez étonnante dans la première minute. Et après, c'est intéressant pour eux. Et en règle générale, les Américains qui viennent en Europe sont les plus intéressants. Parce que ça sous-entend que ça les intéresse. Parce que faut pas se leurrer, la majorité des Américains dans le cinéma, le seul marché qui les intéresse, c'est le marché américain. L'Europe, c'est que de cerises pour eux. Hein. Ouais. Donc ceux qui viennent en Europe, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de venir et de venir à la rencontre. Et ça, j'aime bien. Et donc, effectivement, à chaque fois, c'est des belles rencontres. Ouais. Donc j'étais content de... Mais je rêve surtout de rencontrer... Ah, mais oui. On revient très vite fait, parce que c'est vrai qu'on a oublié de parler de Tyrion Lannister, mais je voulais quand même revenir là, parce que c'était quand même une sacrée aventure, ça, de faire Tyrion Lannister. Oh oui. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas assassiné Joffrey, mais j'aurais bien aimé l'avoir fait. Ah, oui, et puis, comme tu connais... Puis en plus, tout était secret là-dessus, sur cette série-là. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En plus, c'était le moins... Tu devais te poser le moins qu'on puisse dire, des questions sur... Ça a été une drôle d'aventure aussi, ça. Bon, je me suis retrouvé là parce que j'avais eu l'occasion de le doubler plusieurs fois avant. Peter Dinklage, je l'avais fait dans une série qui s'appelait Threshold, qui était formidable. C'est malheureusement une série qui est passée... Je ne sais pas si tu te rappelles le samedi, tu sais, c'était pas Samedi est à vous, mais le samedi soir, il passait 3 séries différentes, tu sais, avant la trilogie du samedi soir. Voilà. Et tu avais Threshold qui était passé, il y avait eu une saison, 10 épisodes, et c'est dommage, il n'y a pas eu de suite. Mais c'est Georges Caudron qui m'avait convoqué, et je reconnais que quand je suis arrivé sur les essais, il me dit, bah c'est lui, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, non mais Georges, tu te fous de ma gueule. Je fais 1m85, pourquoi tu penses à moi pour... Il m'a dit, mais tu vas voir, joue-le, comment il m'a dit? Hargneux. Il m'a dit, alors, Georges, c'était ça qui était incroyable avec lui, il était très, pas stéréotype, mais archétype. Oui, père, je suis coupable. Coupable. C'est cela que vous voulez entendre? Vous admettez avoir empoisonné le roi? Non. De cela, je suis innocent. Je suis coupable d'un acte bien plus monstrueux que ce crime. Le crime qui consiste à être un gnome. Vous n'êtes pas jugé parce que vous êtes un gnome. Oh que si. L'on m'a jugé pour cela. Ma vie entière. Vous n'avez rien d'autre à dire pour votre défense? Rien, sinon ceci. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas assassiné Joffrey, mais j'aurais bien aimé l'avoir fait. Voir votre bâtard vicieux crever m'a procuré plus de plaisir qu'un millier de catins par jour. Il était en fait, dans Threshold, ce qu'il est au début de Game of Thrones, c'est-à-dire une petite merde qui se prend pour une merveille, qui se tape des putes, qui picole, qui est insolent et machin. Sauf qu'après, il y a une évolution extraordinaire dans Game of Thrones. Exactement. Voilà. Mais dans Threshold, il m'a préparé un peu à ça, tu vois. Oui, d'accord, ok. Et donc, après, je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire sur Nip Tuck, puisqu'il était venu faire 9 épisodes. En plus, c'était super, si vous vous rappelez de Nip Tuck. C'est le moment où la femme d'un des 2 chirurgiens, qui a déjà un gosse, va en avoir un, qui a une malformation de la main. Ah oui. Et ils cherchent une babysitter et ils vont prendre un babysitter et le babysitter c'est Peter Dinklage. Donc c'était intéressant parce que ça questionnait sur doit-on opérer un enfant pour un handicap qui finalement n'est pas un handicap. Enfin bon bref, voilà. Et donc c'était très intéressant. Et puis après il a disparu. Enfin il a dû faire des choses, mais moi je n'étais pas contacté. Et puis Laurent Datas qui a Game of Thrones. Ça faisait plusieurs fois qu'on se croisait mais qu'on n'arrivait pas à travailler ensemble. Et là il y a ce truc et il m'appelle, il me dit Constantin, voilà j'ai une très jolie série. Donc il n'y a pas eu d'essai, il a eu carte blanche sur toute la distribution. Et voilà comment je me suis retrouvé là-dessus. Tu as eu la chance de tomber sur la première série. Exactement. Et du coup, quand j'ai commencé à aborder la série, on parlait de dragons et tout, et c'est pas trop mon univers, ça, l'heroic fantasy. Mais au fur et à mesure qu'on rentre dedans, on se rend compte que ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça, Et que même d'un seul coup, même moi, les dragons m'ont intéressé. Donc, mais pour ce que ça a amené d'autre que le côté, tu vois, heroic fantasy. Et j'ai trouvé cette série extraordinaire. Et puis alors, c'était formidable parce que c'était une des premières séries où n'importe qui pouvait y passer très vite, même si on est c'est ça. On pouvait dégager. Donc ça. À chaque fois, on se faisait les paris, on flippait. Est-ce que je vais être dans l'autre saison dans la prochaine saison. Alors pour l'anecdote, Philippe Catoire qui faisait Tywin, donc mon père, la fameuse scène des toilettes, on l'a pas fait ensemble, il l'a fait avant moi. Il a fait avant moi la veille, et le soir, je reçois un texto de lui, il me dit « Je te déteste », parce qu'il venait de perdre son personnage à cause du mien, mais c'était du 3e degré, bien sûr. Par rapport à la confidentialité, on a eu une saison, je crois que c'est la 6e. Je suis arrivé, on reprenait, donc c'était le début, et j'arrive, je vois Laurent, et je vois un écran noir, tout noir.
Et la bande rythmo en dessous, puis comme elle n'avait pas été lancée, je voyais quelques noms, tu vois, je voyais Garde 1, Garde 2, Ambiance, machin, donc il me dit bon on attaque, ok. Et là on attaque, et je vois donc la bande rythmo défiler, et l'image qui reste noire. Et on entend, hein, j'entends les voix, j'entends... Puis d'un seul coup, Tyrion arrive sur la bande rythmo, et là, dès que ça passe sur Tyrion, il y a un rond sur lui, que sa tête. Et je dis alors, mais c'est quoi ce bordel? Il me dit, bah ouais, c'est des trucs de... Ils veulent pas qu'on... Ouais. Mais on a tous râlé, on a tous gueulé en disant, on veut pas travailler comme ça, et Laurent a réussi à obtenir qu'on ait une image... D'accord, oui, parce que oui, c'est vrai que c'est c'était pour te dire qu'ils... Oui, non, mais c'était... Comment tu veux travailler C'est la 6e saison, ils ont enfin compris qu'ils avaient une perle, c'était un succès mondial, et ils nous mettaient dans des conditions pourries. Enfin, c'est pas logique, tu vois, à un moment donné. C'était une donc série on voit qui était l'aberration. Vraiment verrouillée de toutes parts. En plus, bon... Et puis alors moi, ce qui m'a doucement fait rigoler, c'est qu'on, systématiquement, les premiers suspects, c'était les acteurs. Et quand tu te rends compte, quand il y a eu le scandale, il y a eu 4 épisodes ou 6, il y a eu la fuite, c'est venu des journalistes qui avaient obtenu les premiers en avant-première, donc c'était pas nous. Et la plupart du temps, les fuites, ça venait des gens des productions, à l'intérieur du bureau, pas les comédiens. C'est nous qui subissons à la fin du truc. Bien sûr. On fait chier, quoi. Oui, non, voilà, ça c'était ma partie râleur, mais il y a des moments, c'est... Voilà. C'est pour ça que je trouve que la série a complètement absorbé le cinéma. Enfin, encore une fois, quand je vois le cinéma américain, ils n'ont plus d'idées du tout. Le cinéma, hein, parce que les séries, ils en ont. Hein. Quand tu vois HBO, putain, c'est riche. Hein. The Wire, tout ça, c'est des séries... cultissime, quoi. Cultissime, tu vois, au Breaking Bad. Voilà, c'était un véritable plaisir. Plaisir partagé. D'échanger avec toi, Constantin. Entre passionnés, c'était oui, bien. Entre passionnés, c'était vraiment merci super. Merci beaucoup pour ça. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, pour le conseil que tu donnerais à un jeune comédien qui a envie de faire ce métier, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Voilà, tes petits... Si vraiment il a envie de le faire, s'il y a une vraie passion, qu'il le fasse, qu'il se lance. Et au travers notamment du magasin. Par exemple, pour le doublage, oui, voilà, absolument. Commencez déjà par là, l'école un petit peu. Et puis voilà, on apprend beaucoup de choses et on s'attellera effectivement à aller te revoir dans cette école-là. Oui, voilà, œuvrer une excellente idée, avec des jeunes, voilà, et puis on s'essaiera nous aussi, pourquoi pas. Il y a intérêt, je vous attends de pied ferme. Avec plaisir. Je crois que c'est quelque chose qui fait rêver la voix encore. Exactement. Et tant mieux, tant mieux. Bon, et bien en tout cas, merci infiniment encore une fois de nous avoir reçus dans un endroit impromptu, dans ce hôtel. Mais finalement, hein, vachement bien, on était bien. On était bien. Donc on remercie aussi l'hôtel de nous avoir accordé effectivement ce petit moment, cette petite bulle d'échange et de partage avec toi, Constantin. Merci. Et voilà, donc n'hésitez pas à relayer la vidéo évidemment sur vos réseaux pour effectivement encourager les comédiens, les doublages, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour d'autres reportages, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de signer la pétition Touche pas à ma VF. Exactement, Touche pas à ma VF. C'est nous aider énormément de le faire. Voilà, c'est très intéressant de le faire. Je mettrai les liens en description et du magasin et de la pétition. Comme ça, voilà, vous pourrez effectivement signer. Ça prend quelques secondes à faire. Allez, merci infiniment. À très bientôt. À bientôt. Ciao. À l'avenir, si j'ai quelque chose de drôle ou de spirituel à dire, ou que j'ai trouvé un jeu de mots hilarant, je me retiendrai de vous le dire et je rigolerai tout seul. Voilà. Est-ce que ça inclut... C'est ce qu'elle disait? Oui. Waouh, dis donc, c'est du sérieux. Et vous réussirez à vous retenir toute la journée? C'est ce qu'elle disait. Michael. Un Lannister paie toujours ses dettes.